Vous écoutez IDFM, il est 16h. Bonjour à tous pour une balade aujourd'hui jeudi, plutôt théâtrale mais également musicale parce que j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de recevoir, ça va devenir une sociétaire de l'émission, Mademoiselle Isabelle de Botton. Oui, bonjour. Bonjour Mademoiselle Quel Isabelle, plaisir. va-t-elle bien? Très très bien. Alors on dit bien. tout à nos éditeurs, on a bouleversé, d'habitude c'est plutôt musical, mais ça sera musical aussi, parce que Isabelle, entre le spectacle qu'elle joue à Paris et celui qu'elle tourne, a un agenda d'homme politique en campagne. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Elle serre des mains, elle embrasse Voilà. les enfants. Enfin, La différence, c'est que moi, je sais ce que je veux faire. Je Voilà. sais que je veux jouer. Je me dis pas, est-ce que je vais y aller, pas y aller, est-ce que oui, est-ce que non. non, et puis alors aussi, également, ce qu'il faut dire, c'est que toi, quand tu dis que tu fais quelque chose, tu le fais. Ah bah oui. Voilà, là. c'est ça. Parce que le programme d'Isabelle Dupoton, quand elle nous parle de la Parisienne d'Alexandrie, eh ben oui, c'est vrai, on parle d'une Parisienne qui est née. Tu es née à Alexandrie? Oui, absolument. C'est ta ville? Je suis née à Alexandrie. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 8 ans. Je suis partie, j'avais 8 ans. Alors, le dossier de presse, j'aime bien parce qu'on t'a en petite fille, en ballerine et tout ça, t'es toute choupinette et tu gardes les mêmes expressions après de danseuse. Alors, on peut dire que y a quand même quelqu'un qui a bouleversé la vie de beaucoup de gens, qui passe pour un héros, un homme extraordinaire, mais on n'est peut-être pas toutes les deux tout à fait... Toutes les deux, on a le même avis. C'est Nasser, qui... C'est un homme complexe, donc il y a C'est des un homme facettes qui compliqué, sont compliqué. intéressantes et puis d'autres qui ont été plus En somme, dures. on a chassé le roi Farouk, Oui. qui était un roi fantoche. Oui. On peut le dire sans faire de peine. Hein, voilà. Sans faire de peine, qui était, je pense, quelqu'un d'assez corrompu, assez comme ça, qui avait d'ailleurs une dinguerie, c'était un kleptomane. Oui. Je me souviens que ma mère me disait, oh là là, quand un ministre d'un pays étranger vient, on lui dit de ne pas mettre de montre, parce que sinon, il se la fait chourer par le roi pendant le dîner. Drôle de personnage. Alors, Nasser, pour refaire un peu d'histoire, on a poussé Farouk dehors, et Nasser, le général Nasser, a été considéré comme le sauveur de l'Égypte. Oui. Qu'avait besoin d'un sauveur, peut-être, il est vrai. Oui, sans doute. En 1956, ta vie a basculé. Une nuit, puisqu'on est venu arrêter ton papa. Oui, on est venu. Mais on ne savait pas pourquoi. Non, on est venu frapper à la porte. Enfin, si, ce qu'on savait, c'est que, en fait, Nasser, lui, avait besoin d'argent pour faire un barrage sur le Nil, et il avait besoin donc de crédit. Il a demandé les crédits à l'Angleterre et à l'Amérique, qui ne lui a pas donné ces crédits. Et donc, il s'est dit, puisqu'on me donne pas de l'argent pour pouvoir faire ces gros travaux qui, évidemment, nécessitaient beaucoup, beaucoup d'argent, il a décidé de se servir
en nationalisant le canal de Suez, qui à l'époque avait été construit par les Français. Les Français avaient Ferdinand de Lesseps, oui. qui dans le vrai n'avait peut-être pas les aussi jolis traits de Tyrone Power. Ah, peut-être. Film Suez où Tyrone Power est... Oui, mais on a quand même une petite faiblesse pour ce Ferdinand de Lesseps. Oui, moi j'aime bien Ferdinand. Et puis, et les Anglais avaient la régie du canal de Suez, donc il y avait l'argent du passage des bateaux, ce qui voulait dire quand même une assez grosse fortune. Et il l'avait encore pour, je crois que c'était à peu près 17 ans encore, parce que c'était une concession du genre 90 ans, un truc comme ça. Et Nasser a dit, ça suffit maintenant, je nationalise le canal. Maintenant, l'argent des bateaux qui passent sur le canal, c'est pour nous, et comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. Et quelque part, mon père était pas contre. Enfin, il se disait que, c'était pas légal ce qu'il faisait, puisqu'il y avait un contrat, ça se respecte, mais en même temps, il trouvait que les Anglais, tout ça, avaient été un peu durs de pas vouloir l'aider. Donc, il n'était pas. Je dis ça, c'est pour dire qu'il n'était pas anti-Nasser du tout à l'époque, en disant évidemment. Ton père était égyptien ? Mon père était né en Égypte, ma mère était née en Égypte. Nous, les 3 enfants, nous sommes nés en Égypte, et mon père. À l'époque de Farouk, c'est très compliqué l'histoire de l'identité parce qu'il n'y avait pas de carte d'identité comme ça. Il était ce qu'on appelait à l'époque, on était des sujets du roi, donc des sujets locaux. C'était un protectorat britannique, mais ça c'était un peu compliqué, un peu imbriqué les uns dans les autres. Mais mon père, à un moment donné, quand Nasser est arrivé au pouvoir et qu'il a dit maintenant on est un pays, une grande nation, et c'était plus donc le royaume puisque Farouk avait été chassé, évincé, il a dit il faut s'inscrire pour avoir une carte d'identité. Et donc il faut prendre la nationalité égyptienne sauf si on n'est pas égyptien. Et en fait, les gens se disaient mais qui suis-je ? C'est qui est très intéressant parce que tout d'un coup, il y a une question d'identité nationale qui s'est posée. Alors, je pense que la plupart des gens arabes qui étaient en Égypte se sont moins posé la question que ceux qui venaient de pays différents, parce que par exemple le père de mon père venait de Salonique, qui était en Grèce à l'époque, c'était ottoman. D'autres gens, en effet, avec Ferdinand de Lesseps, avec la construction du canal, des gens sont venus de plein de pays différents pour travailler au canal, pour être des interprètes, pour être des financiers, pour être des maçons, il y a vraiment eu des gens de plein de pays qui sont venus. Je vois que ton père, finalement, cette histoire de la famille de Botton, c'est aussi l'histoire de l'ex-empire ottoman, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte était sous la main de l'empire ottoman, qui était immense, et c'est d'ailleurs pour ça que les fonctionnaires portaient le fez, qui est ce chapeau, qui est une distinction purement ottomane. Oui. D'ailleurs, voilà. Donc, aux amis de la BD, vous voyez très bien ça dans Black et Mortimer, le mystère de la Grande Pyramide, qui est un chef-d'œuvre. Vous voyez. Donc, et c'est pour ça. Et moi, la première fois que je suis allée en Égypte, je leur ai demandé, puis mon guide, Monsieur Chalibi, me fait « Oh là là, Marie-Laure, ne dites pas ça, ne dites pas ça ». Il m'a expliqué et voilà. Donc, en somme, ton père, Salonique, faisait partie également de l'Empire ottoman, voilà, qui imprégnait les Balkans. Et donc, on arrive... Et toi, tu as un parfait mélange, parce que ta mère aussi a des origines non ? Oui, elle était d'une famille juive d'Alep, Syrie, voilà. Mais qui était installée en Égypte aussi, au gré du commerce, du travail des uns et des autres. Et quand Nasser a nationalisé le canal, eh bien, la France et l'Angleterre ont réagi, ce qui était assez logique, puisqu'il y avait un contrat qui était dénoncé comme ça brutalement. Et la France et l'Angleterre ont entraîné Israël, qui était un pays qui venait d'être fondé en 1948 et qui voulait un accès aussi sur la mer Rouge. Ils leur ont dit venez avec nous et on va attaquer l'Égypte qui nous a piqué le canal. En Égypte, ça s'appelait la triple agression, la lâche l'agression tripartite. Et en représailles à cette agression militaire, moi je me souviens très bien parce que il fallait le couvre-feu sur Alexandrie pour que les lumières ne distinguent pas la ville qui pouvait être tout d'un coup bombardée par l'aviation anglaise ou française ou israélienne. Et suite à ça, en représailles, Nasser a fait arrêter des Anglais, des Français et des Juifs. Et mon père, qui avait pris la nationalité égyptienne parce qu'il disait « mais moi je suis né là, ma mère est née là, mes enfants sont nés là, ma femme est née là, moi en fait je suis égyptien, je suis pas autre chose qu'égyptien ». Un peu comme le père de Claude François, oui. qui s'est fait arrêter, je crois,
aussi. À peu Probablement près. parce que voilà. Ouais. Et après, Ouais. si vous voulez, il y avait des gens qui se disaient mais moi en fait je suis plutôt français parce que je parle français. Oui. D'autres gens se disaient mais moi je suis plutôt italien parce que ma famille vient d'Italie, mais il y a très très longtemps. Donc Mm. voilà, les gens se sentaient plus ou moins. Voilà, la question Ouais. d'identité devenait tout d'un coup une question qui Alors, n'avait ce pas qu'il faut été. dire à nos auditeurs, parce que vous êtes bien sur IDFM 98, où je reçois Isabelle de Botton dans cette balade théâtrale, c'est qu'Alexandrie, c'était vraiment purement une ville cosmopolite. Extrêmement cosmopolite. Voilà. Où finalement, avant le jeu des politiques, la religion n'était pas un problème. Non. Voilà. Puisque on pouvait aussi bien suivre le ramadan, mais faire également Kippour, et puis pourquoi pas les Pâques à l'église. Quoi. Bien C'était du moment qu'on avait des copains, et bon, allez, viens, ah bon, ben, voilà, c'est un petit peu ça, hein, Isabelle. Ah oui, puis alors moi je peux vous dire vraiment, moi dans ma propre famille, hein, on faisait toutes les fêtes. C'était l'occasion de n'importe quelle réjouissance, c'était bien. Alors on faisait les fêtes juives parce qu'on était d'une famille juive et de culture juive, mais sans être du tout hystérique avec ça, mais on faisait toutes les fêtes. Moi j'avais un petit arbre de Noël en plastique, vous savez, où les branches sont en plastique, on peut descendre comme ça et puis replier pour l'année d'après. Et on mettait des gros bouts des boules de démaquillant, de coton à démaquiller. Pour faire la neige. Pour faire la neige. Donc, moi, la neige, pour moi, ça me paraissait un gros machin comme ça. Quand j'ai vu qu'est-ce que c'était qu'un vrai flocon de neige, j'ai dit, mais c'est tout petit, c'est minuscule, c'est pas du tout ce que je croyais. Mais donc, on faisait ça. Et puis, on fêtait. Alors moi, petite fille, j'étais, quand les gens qui s'occupaient de nous à la maison, qui eux faisaient le ramadan, devaient manger dans la nuit vers 3h du matin quand ils ont le droit avant de rejeûner pour toute la journée. Ils me réveillaient et ils me disaient viens, et comme ça je mangeais avec eux les pâtisseries, les gâteaux et tout ça. et donc je faisais toutes les fêtes. Et il y a une fête je pense qu'elle est particulière à l'Égypte, qui s'appelle Sham el Nessim, qui est une fête au printemps, et où en fait on fait des grands pique-niques. Alors la plage était pleine de monde, il y avait des pique-niques où tout le monde, et qu'on soit juif, orthodoxe, anglican ou italien ou je sais pas quoi, tout le monde faisait toutes les fêtes. Voilà. C'est comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui fêtent Noël et qui ne sont pas croyants du tout. Absolument, mais on fête oui, Noël, tout à fait. C'est une occasion de se réjouir, et ça, on les loupait pas. Oui, alors c'est pour ça que ça me permet de placer quelque chose sur cette laïcité qu'on veut, qui devient réactionnaire, et j'en ai ras-le-bol, qu'on nous foute la paix avec les sapins de Noël et les crèches. Les crèches, c'est aussi des œuvres d'art, c'est aussi le folklore, c'est aussi notre origine. Et moi, j'ai des amis, c'est très drôle ce que tu dis, ils sont d'origine juive, mais ils sont pratiquants, je vais dire, modérés, quoi, voilà. Oui. Et elle collectionne des crèches. Voilà. Hein, voilà. Ah oui. Donc, alors qu'on arrête, qu'on nous foute la paix avec ça, et que le Conseil d'État doive se mêler à tout ça, je trouve que là, c'est très grave et c'est pitoyable. Voilà. Je me suis bien énervée. On va écouter Aïda. Pourquoi Aïda de Giuseppe Verdi? Parce que Aïda, ça se passe en Égypte quand même. Oui, et Aïda a été jouée au pied des grandes pyramides. Ça devait en jeter. Go on, Sam.
Voilà, on aime toujours particulièrement les trompettes de Haïda, qui ont pensé exactement avec Isabelle, qui avait été créées pour l'inauguration de l'opéra du Caire. Oui, absolument. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a eu, par rapport au canal de Suez, il me semble bien qu'il y a... Alors, tu parlais du barrage, je voudrais faire une parenthèse, parce que l'histoire du barrage, ça a été quand même une catastrophe, puisqu'on a complètement noyé, il faut quand même le dire, la Nubie, beaucoup de villages de Nubiens. Et je le sais de sources sûres, c'est qu'il y a eu le découpage de Abu Simbel, qui a été fait grâce aux Anglais et aux Français. Et actuellement, le barrage, il y a des turbines russes et l'Égypte a hypothéqué ses récoltes de coton pour 99 ans pour les turbines russes. Il y a une turbine anglaise et il y a 2 turbines françaises. Et la turbine qui marche, c'est les françaises. Voilà. Ça, on ne vous le dira pas, mais je vous le dis parce que je le sais de sources sûres, absolument. Et donc, mes parents ont fait un voyage pour ce barrage d'études. Et ma mère me racontait que ce qui lui avait poigné le cœur, c'est de voir les eaux qui montaient petit à petit, ces villages qui étaient inondés, et les chiens errants qui hurlaient, et un vieillard qui ne voulait pas quitter sa maison. Et tous les jours, ils allaient pour le chercher. Et tous les jours, mais ça montait tellement qu'à un moment donné, voilà. Donc, c'est ça aussi qu'il faut dire. Et Christian Jacques, dont je n'aime pas forcément tout ce qu'il fait, mais a fait un très beau livre sur le barrage. Et ça, c'est à voir aussi. C'est vrai. Alors, juste avant de partir, de quitter l'Égypte, mon père nous a dit... On ne reviendra jamais parce qu'en effet, on était mis sur une liste noire quand on est parti. Ah bon ? Donc, il n'était pas question d'y retourner. Bon, maintenant, les choses ont changé, bien sûr, mais et il nous a dit il faut que vous voyiez la Haute-Égypte avant de partir. Et donc, on est parti faire un voyage. À l'époque, Abu Simbel était encore en place. Donc, moi, je l'ai vu avant que ça soit déplacé dans l'endroit où ça a été construit réellement. C'est même un endroit absolument magique. Extraordinaire. Alors, les architectes qui ont fait ce découpage, parce qu'il y avait eu beaucoup d'idées, et c'est l'idée française qui a été retenue de découpage, ça a été refait pile poil. Et moi, j'ai rencontré un égyptologue qui connaissait avant, après, et il y avait quelque chose de très particulier dans ce temple, c'est-à-dire qu'à un certain jour donné, le soleil devait frapper dans le disque d'Horus, et ils ont calculé, et aujourd'hui, le soleil frappe toujours dans le disque d'Horus. Voilà. Donc ça, je trouve, c'est très beau. Alors, dans ce spectacle, ce que j'aime beaucoup dans le spectacle est très fort, c'est-à-dire que tu parles avec une bonhomie, beaucoup de générosité, de poésie. Il n'y a jamais quelque chose de larmoyant sur le remords ou quoi que ce soit. Tu exposes des choses et tu convies à tout ça toutes ces générations de femmes. Il y a un personnage que je trouve étonnant, qui est formidable et qui est déchirant, c'est le cuisinier soudanais, c'est ça ? Oui, absolument. Qu'on adorait, qui était notre cuisinier, un Soudanais donc qui avait quitté son pays pour avoir du travail, donc il était venu à Alexandrie. Et vraiment, bien sûr, c'était pas la famille parce que c'était le cuisinier, il était employé, mais on l'aimait comme un grand frère, quoi. Comment s'appelait-il ? Il s'appelait Taher. Et ce Taher, il a travaillé 14 ans chez nous et ça s'est arrêté parce qu'on a dû partir. Il t'a vu naître ? Il m'a vu naître, absolument. Il a vu naître même un de mes frères. Moi, j'ai 2 grands frères, mais l'un des 2. Et voilà, c'était quelqu'un avec une douceur, une gentillesse, et un amour, parce que il a tout traversé aussi avec nous. Quand mon père a été interné par Nasser, donc quand une nuit il a été arrêté comme ça, de façon totalement arbitraire, parce qu'il y avait rien contre lui, bien sûr, c'était juste en représailles aux événements du canal de Suez. Mon père est parti dans la nuit. C'est une époque où les femmes de cette petite bourgeoisie ne travaillaient pas, donc ma mère ne travaillait pas. Elles n'avaient pas accès aux comptes en banque, ni au carnet de chèques, ni rien du tout. Donc, parce que les femmes n'ont eu le droit d'avoir des comptes en banque que dans les années 60. En France, en tout cas, c'est très tard. Là-bas, je ne sais pas exactement la date, mais en tout cas, ma mère se retrouve comme ça. 3 enfants, un domestique. Qu'est-ce qu'on fait ? Et Taher est allé la voir en lui disant « Ne t'inquiète pas, tu ne me payes pas tant que monsieur n'est pas rentré. » Vous viviez dans une maison, Isabelle ? Oui, on avait une villa et sur la terrasse de la villa en haut, il y avait 2 chambres, il y avait comme un petit appartement où habitait ce Taher.
Et c'était une petite villa avec un jardin. Voilà, c'était. C'est très drôle parce que ta R vient voir ta maman. Je ne sais pas, ils se tutoyaient, ils se Non, vouvoyaient, ils se peut-être, vouvoyaient. Je pense qu'ils se Bon, vouvoyaient. alors, madame, que voulez-vous que nous fassions à manger midi? Je voudrais des crevettes ou je sais pas trop quoi. Et vous étiez à peu près certain d'avoir autre chose? Oui, c'est ce que m'a raconté ma mère, parce qu'elle me disait, c'était extraordinaire parce qu'il venait toujours très respectueusement me demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui à midi. Donc elle disait, oh ben on pourrait faire, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, je sais pas quoi, du poulet, des machins, de ceci, de cela. Et à ce moment-là, il lui disait, ah mais oui, bien sûr, très bien. Puis il allait au marché et quand il revenait et qu'on venait à table pour déjeuner, c'était complètement autre chose. Et ça posait aucun problème. On savait que s'il avait choisi de faire autre chose, c'est qu'il fallait en profiter au marché, c'est que c'était bien et tout. C'était bien. Et quand ma mère me l'a raconté, elle m'a dit c'était formidable, parce que c'était toujours une surprise qu'on allait manger finalement. Ce qui était, en plus d'être bon et bien fait, c'était en plus la surprise. C'est quand même génial. Et dans ta famille, c'est cette tradition de la langue française? Oui, mais dans ma famille, comme dans beaucoup de familles en Égypte, les gens parlaient français. Mes frères allaient au lycée français d'Alexandrie. En fait, l'éducation était beaucoup aux mains des Français dans beaucoup de pays. Ça s'est beaucoup perdu depuis quelques années. Mais il y avait le lycée français. Moi, j'allais chez les sœurs franciscaines d'Alexandrie, donc chez les bonnes sœurs. Il y avait aussi le collège Saint-Marc, qui était un collège de jésuites. Il y avait aussi des écoles anglaises, des écoles italiennes. Il y avait l'hôpital où moi, je me souviens qu'on m'a enlevé les amygdales et les végétations. C'est très passionnant ce que je raconte, mais c'était un hôpital italien avec c'était des bonnes sœurs qui étaient les infirmières et elles vous parlaient italien. Il y avait des gens qui étaient des Grecs, bien sûr, qui parlaient grec, arménien. Ton père parlait grec? Il était de Salonique, non? C'est son père à lui. Ah oui. Mais lui, comme il était né en Égypte, donc, en fait, il parlait français avec sa famille et arabe. Mais il parlait aussi le ladino. Le ladino, c'est un andalou du XVe siècle que parlaient les juifs séfarades, un peu comme le yiddish était parlé par les juifs d'Europe de l'Est. D'accord. Et toi, tu parles arabe, tu parles le ladi? Alors, moi, je parlais l'arabe parce qu'en tant que petite fille, que jusqu'à 8 ans, je suis allée à l'école en Égypte où, à ce moment-là, on avait des cours en français et en arabe. Je parlais et j'écrivais l'arabe littéraire. Malheureusement, quand on a quitté l'Égypte, et moi j'avais 8 ans et qu'on est arrivé en France, il y avait personne avec qui parler l'arabe, donc ça s'est mis au fin fond de ma mémoire. Mais quand tu entends, par exemple, des films, ça te revient? Alors, il y a des mots qui me reviennent, et puis des expressions. Et j'ai eu la chance cette année d'aller passer quelques jours en Jordanie. Et à un moment donné, dans un resto en Jordanie, j'ai demandé du café et m'est revenu le mot masbout, qui veut dire sucré, mais pas trop. Ouais. Et le garçon de café m'a regardé, genre, il avait bien entendu que je parlais français, et puis tout d'un coup, je lui ai demandé du café masbout, et il m'a regardé, genre, mais d'où est-ce qu'elle vient celle-là? Mais bon, voilà, moi pour l'instant je suis encore jamais retournée en Égypte, mais peut-être qu'un jour ça reviendra et que je me remettrai à cette langue. Mais c'est vrai que c'est très très dommage d'avoir oublié, mais bon, en même temps, voilà, il fallait s'adapter. Oui, il fallait s'adapter aussi. À notre nouveau pays, on va devenir français, on est français, on parle français et on oublie tout ça. Alors on fait une pause musicale. Isabelle m'a dit, je veux Shostakovich. Okay, alors moi, je fais tout ce que veulent mes invités, surtout lorsque ça m'arrange. Tant mieux. Puisque j'adore Shostakovich. Shostakophile. Total, j'adore. Et là, c'est quelque chose que tu ne connais pas, que j'aime beaucoup. C'est Lady Macbeth de Mengs, que j'ai vu à l'Opéra de Paris il y a quelques années. Et je suis sortie de là illuminée par cet opéra, puisque c'était du sublime à l'exceptionnel. C'était le titre de mon papier à l'époque parce que j'avais été transportée. Et là, c'est une très, très, très belle et historique enregistrement puisqu'on a Galina Vishnevskaya, qui est la femme de Rostropovitch, et c'est Rostropovitch qui dirige cet opéra. On a Nicolas Jedai, Dimitar Petkov, Birgit Finlay et Werner Krem. C'est vraiment assez exceptionnel. Alors là, on va juste vous passer le début de l'opéra pour vous donner envie. Et après, on vous fera une autre pause musicale égyptienne et chinoise. Go on, Sam.
Je voulais parler juste petit extrait, parce que c'est la langue de Shostakovich est une langue d'une pureté, et j'en passerai d'autres extraits parce que c'est un album sublime chez Warner Classic. C'est-à-dire que Warner Classic, Erato, Ocus sont vraiment des labels qui nous donnent des choses tout à fait exceptionnelles. Et ça, c'est un petit peu ça. Comme je vous recommande trop vivement, mais pas trop vivement, d'aller voir La Parisienne d'Alexandrie. Ce que j'aime dans ce spectacle, c'est que tu fais passer beaucoup de choses sur l'enfance, et que l'enfance aussi, c'est dans le gustatif. Oui. Je voudrais que tu parles de ça. J'ai l'impression que quand on quitte un pays, enfin j'ai pu le constater aussi chez d'autres gens, ce qui vous manque le plus, c'est les goûts qu'on a goûtés quand on était enfant, les odeurs qu'on a senties quand on était petit. Et voilà, ça m'a permis, en me remémorant tout ça, de pouvoir faire un spectacle dans lequel d'ailleurs je confectionne des petits gâteaux qu'on faisait en Égypte et que ma mère faisait après. Moi, ça fait 2 fois que je vois le spectacle et puis j'en ai pas eu encore. Voilà. Il faut être au premier rang. Jamais j'en ai eu, voilà. La prochaine fois, je vous promets, je t'apporte je ferai un paquet de ces petits gâteaux rien que pour toi. Et c'est vrai que c'est ce qu'on quitte le plus tard. Les gens apprennent la langue, apprennent les coutumes, apprennent à dire merci, bonjour et tout ça dans un autre pays, voilà. À savoir, en Angleterre, on fait la queue sagement à l'arrêt d'autobus. Chez nous, on bouscule tout le monde et on passe devant. Mais là, on peut s'adapter facilement. Mais quitter les goûts de ce qu'on a mangé quand on était petit, c'est ce qui... c'est dur. C'est plus dur. Et en effet, quand on retrouve au moins ça, quelque part, on n'est pas complètement parti. C'est vrai. Voilà, c'est une façon de dire, voilà, moi je dis dans le spectacle, tant qu'il y aura du beurre, de la farine et de la fleur d'oranger, je pourrai toujours refaire le voyage dans ma cuisine. Oui. Et c'est une façon de repartir là-bas, quoi. Et ton père, quand vous êtes venu en France, ton père a pu trouver du travail. Oui. Est-ce que ça a été douloureux, ou parce que c'était une langue que vous possédiez tous, mais dans d'abord un climat qui n'est pas du tout le même, et surtout une vie sociale qui n'est pas du tout la même. Voilà. Alors en fait, avant de partir, on se demandait où est-ce qu'on irait, parce que c'était pas obligatoire du tout de revenir en France, parce que les gens aussi, quand on est arrivé, il y avait une sorte de mélange, puisque 60, c'est la guerre d'Algérie et tout ça. En 62, beaucoup de gens reviennent d'Algérie en France, mais nous, on ne revient pas. Nous, on vient. Et il y avait une sorte de mélange. Je me disais, oui, mais c'est normal de venir en France. Non. Il a été question de partir vraiment aux États-Unis, parce qu'il y a une terre d'asile pour beaucoup de gens. Il a été question du Brésil, il a été question de l'Australie, qui faisait des conditions financières pour que des gens avec des jeunes enfants puissent s'installer plus facilement. Donc, il était question de l'Italie, parce que ma grand-mère maternelle y habitait déjà. Donc, on a vraiment cherché. Et puis, en effet, mon père a dit, on parle français. Allons en France, ce sera plus facile pour les études, pour les enfants, et aussi pour lui qui devait avoir dans les 50 ans par là, et pour qui apprendre une nouvelle langue, c'est compliqué. C'est pas si simple. Et donc, il a choisi la France. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu très triste en France. Il a eu la chance de trouver du travail. Nous sommes dans les années 60 où on a encore les 30 glorieuses, et où il a pas eu, il a mis quelques mois à trouver, mais c'était pas aussi difficile que ça n'est aujourd'hui. On n'était pas dans le chômage dur et pur et qu'on a d'aujourd'hui. Mais il était très choqué, par exemple, que parce que sa secrétaire en Égypte, le patron, c'est quelqu'un qui envers qui on a une déférence extrême. Et là, il y avait un peu une sorte de Mademoiselle Le Longbec, donc qui était un peu désagréable et et qui le recevait pas du tout. Bonjour monsieur, ça lui suffisait. Lui, il attendait. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? Enfin, un peu plus de forme, comme on le fait en Orient. Et voilà. Mais le rapport aussi est très difficile quand on vient d'un pays où les choses sont tellement différentes. Ce que tu dis me rappelle ce que m'a raconté les parents d'amis qui venaient d'Algérie et qui ont été choqués d'être aussi mal reçus. Mais oui. Et me dit, nous, c'était le pays de nos grands-parents et on s'est trouvés comme des parias et pas bien reçus du tout. Et voilà, et ce monsieur me disait, mais tes parents nous ont reçus, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc, il y a une douleur profonde. Bon, après, il y a eu l'histoire des pieds noirs
Donc, ce que disait, il y a eu 2 comiques qui faisaient ça, qui étaient Robert Castel et Émile Pardon, je me souviens plus du nom de la femme. Ah oui, Lucette. Oui, voilà. Lucette, Et je ne sais plus. ils ont passé des choses comme ça, mais c'était pas aussi facile. Et oui, vous êtes bien sur IDFM 98. C'est la radio du bien-être, c'est normal, parce que le spectacle d'Isabelle de Botton, c'est aussi une leçon de bien-être, et que c'est toute la bonne éducation que tu as reçue, parce que tu as reçu une très bonne éducation. On a eu, je trouve qu'on a eu de la chance, quoi. Tu avais une nounou Oh oui, j'avais une nounou que j'adorais qui s'appelait Mabrouka, qui avait travaillé avant de travailler chez nous. Elle avait travaillé chez des Anglais, donc elle me chantait plein de chansons en anglais, plein de petites nursery rhymes. Et voilà, il y avait ce côté, on parlait anglais, on parlait français, on parlait évidemment arabe, on parlait italien, parce que ma grand-mère maternelle habitait l'Italie. Enfin, donc il y avait une sorte de Et Mabrouka était arabe. Oui. Voilà. Donc elle te parlait arabe. Elle me parlait arabe. Et oui, donc, oui. Et Mabrouka, elle me parlait arabe, elle me chantait des chansons en arabe. Et je me souviens d'ailleurs d'une très jolie chose, c'est qu'un jour elle m'a dit, parce que mon père avait les yeux bleus, et un jour elle m'a dit, tu crois qu'il voit la même chose que nous, qui avions toutes les deux les yeux noirs? Et je me suis dit, je sais pas, il faut que je sais pas. Elle m'a dit, avec ses yeux bleus, il doit voir autre chose. J'avais adoré, je l'ai cru, je me suis dit, oui, il doit voir autre chose. Et donc pendant des années, je disais que moi aussi j'avais les yeux bleus. J'affirmais avoir les yeux bleus alors que je n'avais pas du tout bleu. Mais que je disais toujours pas bleu d'ailleurs. Mais parce que cette idée comme ça que quelqu'un pouvait voir autre chose grâce à ses yeux d'une autre couleur, ça m'avait enchantée. Ah oui, c'est beau. Alors, on a fait un péché terrible. Alors, bon. Parce qu'on parle avec passion de ce spectacle, hein, mais on ne dit pas où. Mais oui. Mais ça ne va pas du tout, ça. Voilà. Alors, c'est à la Comédie Bastille, à Paris dans le 11e. Rue Nicolas Appert. 5 rue Nicolas Appert. C'est tous les mardis. En ce moment, c'est que le mardi jusqu'à fin décembre. C'est tous les mardis à 19h. Et c'est pratique comme horaire parce que à 20h30, on est sorti. Donc, si on doit prendre un horaire pour aller plus loin, on n'est pas trop tard. Si on a envie d'aller dîner dehors, c'est pas trop tard non plus. Et voilà. D'ailleurs, Isabelle invitera un spectateur tiré au sort à venir manger chez elle. Bon, d'accord. C'est un spectacle, en plus, quand je suis venue le voir, parce que j'avais vu le précédent, c'est vraiment, le public t'adore. Il te parle comme si tu étais une copine, une amie, pour certains une amie d'enfance. Il y a une empathie, parce que tu dégages les bonnes ondes. Donc les gens ont vraiment envie d'aller te voir, et puis il y a une familiarité. C'est-à-dire que c'est vrai, ton aventure avec les 3 filles, c'est-à-dire que les gens doivent demander comment elle va Michel, comment va... Même si on ne connaît pas personnellement, on a cette empathie, cette familiarité qui est gentille, hein, parce que parfois il y a une familiarité qui peut être très gênante, mais là les gens ont une gentillesse positive, je trouve. Oui. Hein. Mais même à l'époque où donc je faisais l'émission du théâtre de Bouvard, je me souviens un jour où j'allais le matin au studio Gabriel, puisque c'est là que on s'enregistrait les émissions, et je prends le métro et j'arrive vers Concorde, et puis il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi dans le métro et qui me regarde intensément. Je me dis, il se demande est-ce que c'est bien la fille que j'ai vue à la télé ou pas, enfin bon, voilà. Et je me rends compte parce qu'on sent au regard des gens les questions qu'il y a derrière, et puis je ne sais pas quoi lui dire à ce monsieur, mais bon, donc j'essaye de regarder sagement devant moi, genre j'ai pas bien vu que vous me regardiez avec insistance. Et au bout d'un moment, il me dit excusez-moi, mais je comprends pas pourquoi vous me parlez pas. Et il y a ça, c'est-à-dire que voilà, la télévision en effet nous a donné une sorte de familiarité comme ça avec les gens, de proximité qui est incroyable. Oui. Et évidemment, pour lui, ça représentait quelque chose. Moi, je ne savais pas qu'il me regardait à la télé. Comme si on pouvait se parler. Il est arrivé un truc terrible à la mère d'un ami qui voit, elle pense, le meilleur ami de son fils aîné. Elle y va, elle l'embrasse. Elle me dit, écoute, il y a longtemps que tu n'es pas venu. Faut que tu viennes. Et puis, oui. Bon, et puis elle remplace. Écoute, hein, tu viens. Je lui dis que je t'ai vu. Oui, t'es revu. Oui. Bon. Puis le soir, tu sais, elle dit à son fils, tu sais, j'ai vu Jean-Pierre. Bon, et Jean-Pierre, à un moment, il fait oser, mais si, c'était lui, il va venir demain.
Et ils allument la télévision, il y avait un film, et dans ce film, il y avait Jean-Claude Brialet. C'était Jean-Claude Brialet qu'elle avait comme ça. Donc, elle lui a écrit un mot, il jouait au théâtre en disant qu'elle lui présentait ses plus sincères excuses, qu'elle savait pas, qu'elle avait dû la prendre pour une folle. Et Brialet lui avait envoyé des invitations pour qu'elle le voie au théâtre. Alors, j'ai bon, alors maintenant, dès que je vois une star, poum, je saute au cou, comme ça, je suis invitée au théâtre. Alors, Bonne technique. on peut lui sauter au cou, mais j'ai le plaisir de vous inviter la semaine prochaine à aller au Théâtre Montparnasse, mardi, mercredi ou jeudi, pour voir une pièce que j'ai beaucoup aimée. C'est Moi et François B., alias François Berléand, avec Sébastien Castro. Alors, j'adore Sébastien Castro. Ah, moi, j'adore aussi. C'est un habitué de l'émission. Il y a Constance Delay également. Ah, formidable. Alors, c'est la pièce d'un jeune auteur qui s'appelle Clément Gaillet et qui, on voit, Clément est en train d'écrire sa deuxième pièce, donc il a du mal à sortir en ce moment-là. Mais il faudrait que je lui pose la question parce que on a l'impression qu'il s'est dit, mais comment faire pour joindre? Parfois, on a beaucoup de mal à joindre certains comédiens, hein. Et d'autres, on se fait des idées alors qu'ils sont très joignables, mais on s'en doute même pas. Et donc, on voit au début François Berléand, il attend dans la rue, il attend son taxi, il doit aller au théâtre, il est très mauvaise humeur, ce soir il joue Don Juan, et puis pouf, il se réveille dans une pièce qui n'est pas un théâtre, qui n'est pas chez lui, qui n'est pas sa loge. Ça ressemble pas à un théâtre, ça ressemble pas à une loge, ça ressemble plutôt, je sais pas trop. Mais il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Surtout que dans cette pièce, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Ouais. Donc il dit, ça y est, j'étais enlevé. Il a raison, il était enlevé, mais pas comme on pourrait l'entendre. Et là, on va aller de neurone en neurone, de cervelet en cervelet. On va voir. Moi, j'ai trouvé que la pièce, elle est très drôle. Elle est farfelue, elle est loufoque. Et c'est un univers qui est formidable. J'aime beaucoup François Berléand, que je trouve là-dedans. C'est quand même une prise de risque, parce que ça doit être émouvant de recevoir une pièce qui est écrite pour vous. Oui. Hein, avec votre nom, quoi, dessus. Et bon, Sébastien Castro, j'aime beaucoup ce côté qu'il a, nounours détaché, qui répond un petit peu à côté. Moi, j'ai trouvé ce spectacle formidable. Et le Théâtre Montparnasse me fait le plaisir d'offrir à nos auditeurs des invitations mardi, mercredi, jeudi, 01 34 12 12 22. Vous appelez pour avoir ces places. Et moi, alors franchement, si vous me dites que vous êtes ennuyé, vous n'avez pas fait une mauvaise soirée, eh ben c'est très simple. Faut plus m'écouter. Voilà. Voilà. Mais vous êtes très nombreux à nous écouter. IDFM 98. J'ai eu le plaisir de recevoir Isabelle de Botton pour La Parisienne d'Alexandrie. Et pour rester en Égypte, j'ai choisi Puccini. Ça n'étonnera pas les habitués. Ils savent que j'adore Puccini. Turandot, parce que Turandot a été chanté au pied des grandes pyramides. Ça devait être quelque chose aussi. Turandot, la princesse chinoise, qui est quand même pas facile. Mais là, on va écouter le chant sublime. Pavarotti, Alagna ont été extraordinaires, mais Nicolas Jedi, c'est pas mal non plus. Surtout que, en l'occurrence, c'est pas lui du tout, c'est José Carreras qu'on écoute tout de suite. Très bien. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. La donna sulla tua bocca la dirò quando la luce
Voilà, Turandot, le grand opéra de mon copain Puccini. Et je dis à nos auditeurs que salam alaikum, alaikum salam, Alaikum car nous sommes en salam. Égypte avec Isabelle, qui est une Parisienne, mais d'Alexandrie. Voilà. Oui. Né là-bas, dans un pays où il fait toujours beau. À chaque fois que je regarde la météo ici, après je regarde Alexandrie, et là-bas il fait beau. Oui, Toujours oui, oui, c'est ça. J'avais une petite belle-sœur réunionnaise qui, lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit, mais est-ce que tu crois qu'il va pleuvoir comme ça tous les jours? Et tu parlais de la neige, il s'est mis à neiger, elle est sortie dehors, et c'était super, je regrette de ne pas avoir un gars, parce qu'elle tournait pour reprendre les flocons de neige, c'était trop mignon, et c'était un rêve pour elle que de voir la neige. Ah bah oui. Et Moi- les chiens qui venaient de la Réunion happaient la neige, c'était mignon comme Ah tout. oui, oui. Moi, la première fois que j'ai vu la neige, donc voilà, ça devait être en 61, quelque chose comme ça. Mes parents m'ont emmené à la montagne et ça commence à tournicoter en lacet parce qu'on arrivait vers des sommets, je sais plus, je pense que c'était vers Chamonix, quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, je commence à voir la neige. Ah, je trouve ça beau. Je dis, mais je veux la toucher. Et donc, mon père s'arrête et je saute de la voiture et à pieds joints dans le fossé. Et je me suis enfoncée comme ça. Ah, j'ai eu peur de ma vie. J'imaginais pas que c'était mou, que c'était doux, que c'était froid, que c'était tout ça. Je vous dis, je pensais que c'était comme des petits morceaux de coton Oui. à démaquiller. Ça s'arrêtait là, ma vision de la neige. Alors, en cette famille d'Alexandrie, quand vous êtes arrivé à Paris, c'était la découverte de nouvelles odeurs, de nouvelles saveurs, de nouveaux contrats sociaux, j'ai envie de dire, dans le bonjour ou tout ça. Ah oui, les choses. En Égypte, en Orient, partout en Orient, c'est très mal poli d'accepter quelque chose quand on vous offre quelque chose à boire, à manger ou à faire, d'accepter tout de suite. On prend son temps, on commence par dire non. On dit non, mais pas simplement non merci pour qu'on insiste. On dit non une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. On a l'impression qu'il faut dire... avant de dire oui, il faut vraiment qu'il y ait du temps qui se passe. Et ça, c'est vrai qu'au début, on ne comprenait pas. Dans les goûters, Isabelle, elle n'avait jamais rien à manger ni à boire. On commençait par dire non, puis on disait bon, voilà, c'est tout, c'est pas grave, on passe à la suivante. Et puis voilà, à l'école, c'était un peu compliqué. Mais bon, petit à petit, j'ai appris. Les enfants, ça va plus vite pour apprendre que pour les parents. Mais mon père, vraiment, il trouvait que c'était mal poli, qu'ils étaient durs et froids, quoi. Mais en même temps, il nous a toujours dit c'est notre nouveau pays. Et tous les week-ends, par exemple, on partait pour visiter quelque chose. Un jour, je sais pas quoi, la cathédrale de Caen. Le lendemain, on allait à Strasbourg, enfin le week-end d'après ou les vacances d'après. Et c'est vrai que quand je rencontre des Français à qui je dis ah bah oui non c'est super joli, je sais pas quoi moi, Méché-les-Bains près de Royan, ou bien c'est super joli le Gros du Roi près de Montpellier, ils me disent mais c'est où? Et en fait c'est comme ça, on connaît mieux le pays des autres que son propre pays, mais comme nous c'était notre... Ta maman s'est bien adaptée à cette vie parisienne? Oui, ma mère a eu plus de facilité à s'adapter parce que elle, quand elle était petite et qu'elle habitait, alors elle habitait d'abord en Égypte, mais après ses parents sont allés habiter l'Italie. Mais mon grand-père a décrété qu'une jeune fille de bonne famille, si elle veut avoir une bonne éducation, c'est forcément une éducation française. Et donc il l'a envoyée au lycée Victor Duruy à Paris, où elle a fait toute sa scolarité de 8 ans à 18 ans. Et en même temps qu'elle a fait toute cette scolarité, elle s'est fait de grandes amitiés. Parce que quand on partage la même chambre au pensionnat d'à peu près de 8 ans à 18 ans, elle avait vraiment des amis très très chers qui ont facilité notre arrivée ici, déjà simplement par leur affection. C'était déjà formidable. Ma mère était vraiment très contente de retrouver ses amis. Et puis, elle connaissait du coup Paris, même si elle était pensionnaire. C'est une époque où, par exemple, elle allait à la Comédie Française avec l'école, avec le lycée Victor Duruy. Elle allait... ils allaient au concert, ils allaient au théâtre. Donc, elle avait quand même l'habitude d'une certaine vie parisienne comme ça, même si c'était en tant que jeune fille. Puis après ça, ce sont des gens qui voyageaient beaucoup, soit pour le travail, soit par exemple, nous, en fait, mes parents, l'été, ils emmenaient mes frères en Suisse pour
respirer le bon air. Mhm. Et donc voilà, on connaissait l'Europe quand même. Moi, j'étais trop petite, donc quand je suis partie, Oui. je connaissais pas. Donc c'était pas l'inconnu total. C'est aussi ce qui nous a fait choisir la France. Et d'avoir des amis comme ça de mes parents qui pouvaient au moins nous recevoir et nous faire rentrer dans cette civilisation bizarre qui est le métro boulot dodo. Mais oui, il y a eu un temps d'adaptation. Mais évidemment, on était très facilement repérable parce qu'on roulait les R. Ah oui. Et moi, on m'a mise à l'école à Neuilly parce que l'ami de ma mère habitait Neuilly. Donc, pour commencer, on m'a tout de suite mis à l'école à Neuilly. Et mon premier poème, c'était Neuilly, notre village. Et quand j'ai récité ça le soir à l'amie de ma mère, elle pleurait de rire parce que pour elle, notre village, ça lui paraissait extrêmement exotique. Mais maintenant, tu es une Parisienne. Bah, j'ai l'impression, voilà, oui, depuis l'âge de 8 ans, j'ai vécu en France. Et C'était quoi ton quartier dans Paris quand tu étais petite fille? On a commencé par habiter à Levallois-Perret. Et donc, j'ai eu la chance, Levallois-Perret, à l'époque, était une banlieue communiste, avec beaucoup de choses qui étaient faites pour les enfants et tout ça, genre la classe de neige, le conservatoire de théâtre. C'est là que j'ai commencé C'est là que tu as commencé à aller au théâtre, à jouer? C'est là que j'ai commencé à apprendre des scènes et à jouer pour à la fin de l'année. Et puis, j'étais au lycée La Folie Saint-James à Neuilly, qui était un lycée de filles, que de filles, hein, heureusement. On n'aurait pas mélangé avec les garçons. Mais attention, oh là là. Sors de là, Satan. Ouais, exactement. Mais le cours de théâtre était au lycée Pasteur, qui lui était le lycée de garçons. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une grande attirance pour ce cours de théâtre. Et les premiers spectacles que j'ai joués au lycée, et après, le premier spectacle que j'ai fait, c'était avec Gérard Jugnot, Michel Blanc, Thierry Lhermitte. Il y avait Christian Clavier. Mon premier spectacle, c'était Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Jugnot et moi. Et on a joué un spectacle de café-théâtre qui s'appelait « Non, Georges, pas ici ». Et qui était dans un café-théâtre qui s'appelait Le Poteau, parce qu'il y avait un poteau au milieu de la scène. Et on avait donc écrit un sketch qui était moi, je promenais mon chien, je lui disais non, ne pisse pas ici contre le poteau. C'était non, Georges, pas ici. Voilà. Et c'est vrai aussi que en Égypte, mes parents avaient vu, parce qu'en Égypte venaient toutes les tournées. Oui. La Comédie Française allait jouer là-bas. Je me souviens que ma mère me disait « Oh, j'ai vu un spectacle magnifique avec Louis Jouvet et Dominique Blanchard. » il y avait évidemment la musique, les concerts. Rostropovitch et compagnie, les avait vus là-bas. Il y avait des ballets, il y avait les ballets de Yann Babilé qui venaient. Du Marquis de Cuevas aussi, après. Cuevas. Et ils avaient une vie culturelle extrêmement riche. Et quand on est venu en France, on ne pouvait plus s'offrir cette vie-là, mais ils ont gardé l'amour du théâtre. Et ils m'ont emmené plusieurs fois au théâtre. Mais je ne sais pas, peut-être 2 ans après qu'on était là, il y avait la Dame de chez Maxime qui se jouait à la Comédie Française avec Robert Hirsch. Le fil à la patte. Le fil à la patte, avec Robert Hirsch dans le rôle de Bousin. Et mes parents sont revenus en disant qu'ils avaient ri, que c'était extraordinaire. Et j'ai dit, mais moi aussi, je veux y aller. Et ils m'ont dit, non, on est désolé, mais là, tu peux pas, il y a un homme en caleçon sur la scène. Et donc, caleçon long, faut expliquer oui, mais non. Il y a une captation télévisée qui est pas de très bonne qualité, mais qui est extraordinaire. Et je dois dire, je disais à un comédien, j'ai dit, quand on a vu Robert Hirsch dans Bousin, c'est très, très, très difficile d'arriver à faire autre chose. Et c'est vrai que c'est Robert Hirsch qui est actuellement, on parlera de la pièce, un magnifique comédien. Au Théâtre de l'Œuvre. Et je pense qu'il doit y avoir un élixir de jouvence sur les planches, parce que je sais pas comment il fait. Robert Hirsch, qui joue actuellement, Michel Bouquet également. Michel Bouquet a 90 ans, Robert Hirsch est un petit peu plus jeune de toi, et il rend très jaloux ma mère, puisque il marche sans canne. Oui. J'ai dit, oui, mais tu ne joues plus au théâtre. Voilà. Voilà. Ça, je pense, oui, que le théâtre conserve, absolument. Oui. Et en tout cas, quand on a été frustré de ne pas voir Robert Hirsch dans Bousin... Alors, tu ne l'as jamais vu, finalement, ce fil à la patte? Non, pas à ce moment-là, mais
eh bien, on n'a qu'une seule envie, c'est de se retrouver sur les planches avec des gens comme ça. Et donc, voilà, comme on est une vocation théâtrale, par l'interdit de voir ça. Il était très très mignon à l'époque, Clavier. Ah oui, oui. Il était très beau garçon, Thierry Lhermitte pas Oui. mal non plus, mais... Thierry Lhermitte, oulala, beau garçon. des yeux à incroyables. l'époque, Marianne Chazelle venait tous les soirs à la groupie de Christian Clavier dans la salle. et Michel Blanc, à cette époque-là, lui, il voulait être pianiste. Oui. Et donc, il avait dit que non, il ne ferait pas le spectacle avec nous. Mais sinon, voilà, c'était Junio qui est venu me demander. Mais il de est jouer. très amateur de musique classique. Mais oui, mais très, oui, oui, absolument. oui. Même fin vrai connaisseur. un un vrai. mélomane. Et puis, il jouait du piano vraiment bien. Et voilà, c'était beau, quoi. C'était une belle époque. Et moi, c'est Junio qui était venu me chercher pour jouer ce spectacle. Et voilà, voilà, on a commencé ensemble. Mais moi, mes parents, après, m'ont dit non, tu vas pas faire ce métier de saltimbanque avec des gens pas possible. Avec un milieu qui se permet des choses. Non. Voilà, des hommes en caleçon sur une scène, il n'y a pas question. C'est un scandale. Donc, j'ai dit donc j'ai fait des études d'anglais, d'allemand. Et puis, je me suis dit à un moment donné, il faut suivre ton instinct et faire ce que tu as envie. Et puis, si ça ne marche pas, tu auras fait des études, donc tu pourras te retourner. Et puis, si jamais ça marchait, tu seras heureuse. En tout cas, je suis heureuse d'être sur la scène de la Comédie Bastille. Oui, tous les mardis à 19h, Oui. vous allez aller dans un voyage délicieux avec des personnages extraordinaires, Mabrouka, Faher, Mes tantes. et la mère d'Isabelle, tout ça, c'est vraiment un très beau voyage. Et moi, j'entends tout ça. Moi, je suis allée à Alexandrie et j'avais trouvé, j'ai bien aimé Alexandrie. Je dois dire, je préfère Alexandrie au Caire. Caire, j'aime moins. Il y avait un grand snobisme entre Alexandrie et le Caire. Les gens d'Alexandrie disaient, Alexandrie, c'est la ville cosmopolite, la ville intellectuelle et tout ça. Le Caire, c'est quand même très populaire. J'ai visité Alexandrie avec une grande dame, Madame Chalabi. Et Madame Chalabi sont des Coptes, tout ça, qui était très drôle. On connaissait son frère, tout ça. Et j'ai dit, oui, Alexandrie, mais enfin, le Caire, quand même. Voilà. Le Caire. Absolument. Et on sentait Les deux côtés, on il y avait un sentait. mépris des uns sur les autres. Oui, faut le voir, mais enfin, le Caire, quand même. Oui. Alors, je rappelle des choses importantes. Il faut, c'est pas vous devez, vous pouvez, il faut aller voir Isabelle de Potton. Après, vous me direz, vous l'avez pas dit. Si, je vous l'ai dit. C'est à la Comédie Bastille, rue Nicolas Appert. On trouve ça très facilement. Et c'est le mardi à 19h. Et vous allez passer un moment délicieux qui se savoure. Elle nous parle de ces madeleines qui ne sont pas des madeleines, mais quand elle nous parle de ces madeleines qui ne sont pas des madeleines, ça vous rappelle vos madeleines à vous. Celui qui arrivera à me répéter cette phrase dans l'ordre a d'ores et déjà gagné des places pour aller voir la pièce avec François Berlin et notre petit chouchou Sébastien Castro. C'est mardi, mercredi, jeudi. Je vous annonce également que le 4 novembre, vous avez des invitations pour un magnifique concert à l'Hôtel des Invalides. C'est pour le centenaire, c'est sur ces compositeurs qui ont fait la guerre de 14-18. Et parce qu'ils savent que ils m'ont mis du Ravel, il y a le tombeau de Couperin. Moi, si vous me mettez Ravel quelque part, j'y suis, c'est Moi comme aussi. ça. Moi, Non. j'adore. Eh ben, tu viens avec moi, je t'invite, on y va toutes les deux. Mon fils aîné s'appelle Gaspard, c'est peut-être pas un hasard. Il y a quelque chose. Je voudrais remercier Paul pour la technique et on se quitte en musique. On écoute le Père Gainsbourg. Ah voilà, avec un petit peu de Chopin dans le fond, en fait. Signalement, yeux bleus, cheveux, châtain, Jane B, anglaise, de sexe féminin, âge entre 20 et 21. Apprends le dessin, domicilié chez ses parents. Le bleu, cheveux, châtain, Jane B, teint pâle, le nez
Vous aimez faire du vélo ? Dimanche 13 novembre, le club cycliste de Baillet en France vous invite à sa 19e bourse au vélo. À la bourse au vélo de Baillet en France, vous trouverez un grand choix de véloroutes, VTT, hommes, femmes et enfants, des pièces anciennes, accessoires, bonnetterie, livres, revues. À la bourse au vélo de Baillet en France, vous pourrez dénicher des vélos d'occasion à partir de 10 €. La 19e bourse au vélo de Baillet en France, au gymnase couvert, dimanche 13 novembre, de 10h à 18h, entrée gratuite, renseignements au 06 08 52 44 54. À bicyclette. Du 30 septembre au 16 décembre 2016, le F-Magie, festival musical d'automne des jeunes interprètes, programme 9 concerts exceptionnels dans les villes de Margency, Saint-Gratien, Soisy-sous-Montmorency, Enghien-les-Bains, Montmagny, Montmorency, Andilly, Groslay et Deuil-la-Barre, avec le concours des 4 lauréats F-Magie 2016, Céline Mazari et Vincent Mussa, pianiste, Gauthier Broutin, violoncelliste et Hildegarde Fesneau, violoniste, accompagnés par les orchestres La Symphonie de Poche, les orchestres de chambre Lutetia, Nouvelle Europe et Les Bagatelles, l'ensemble Fluriance et l'orchestre Pas de Loup. Le F-Magie, c'est du 30 septembre au 16 décembre 2016. Renseignements au 01 34 05